La chaîne Café du Crime, un café bien au chaud pour des crimes bien froids, vous est présenté et écrit par Anne Delanglois et Thomas Fergie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a vraiment glacé le sang de l'Italie, le monstre de Florence. On va laisser de côté l'image d'Épinal de la Toscane pour garder une réalité beaucoup plus sombre. Une série de crimes terribles qui ont semé la peur entre 1968 et 1985. Notre but, c'est de comprendre ce qui rend cette affaire si glaçante. Les crimes eux-mêmes, bien sûr, mais aussi ce personnage, enfin cette entité du monstre, insaisissable, presque légendaire et profondément morbide. On va parler du premier cas connu en Italie de tueur en série qui s'attaque à des couples. 8 doubles meurtres, 16 victimes. Une vraie spirale de violence. Pour bien comprendre cette terreur qui s'est installée, il faut regarder un peu la chronologie. Ce n'étaient pas juste des actes isolés au hasard, où les tueurs choisissaient toujours des couples souvent jeunes qui cherchaient un peu d'intimité en voiture, dans des coins perdus autour de Florence. Ça commence en août 1968 à Signa. Et puis, plus rien pendant 6 ans. Oui, un long silence. On aurait pu croire à un fait unique, isolé. Exactement. Mais ça reprend en 1974, à Borgo San Lorenzo. Et là, ça s'accélère, hein. Ah oui. 1974, puis 1981, 2 fois même, en juin et octobre. À Scandicci, puis Calenzano. Ensuite, 1982, à Montespertoli. 1983, vers Giogoli. Encore Scandicci. 1994, Vicchio. Et le dernier double meurtre connu de la série, septembre 85, près de San Casciano. 16 morts. Sur presque 20 ans. Une menace comme ça, intermittente, mais qui revient toujours. Oui, cette durée, cette espèce de patience sinistre, c'est déjà un premier élément qui fiche la trouille, qui glace le sang. Tout à fait. Et ce qui est encore plus troublant, au-delà de la répétition, c'est vraiment le mode opératoire. Il y a une signature quasi ritualisée. Le pistolet ? Voilà. L'élément constant, c'est l'arme. Un pistolet Beretta, calibre .22 long rifle. Les expertises balistiques l'ont confirmé. Ce sont les mêmes balles tirées par la même arme sur la plupart des scènes de crime, de 74 à 85. Il y a un lien possible avec le crime de 68 aussi, même si c'est un peu plus discuté. Réussir à garder cette arme, à l'utiliser pendant si longtemps, sans jamais se faire prendre. C'est fou, non ? C'est remarquable. Ça montre une certaine organisation, une froide détermination. Cette arme, elle devient presque un personnage de l'histoire. Mais il n'y a pas que les tirs, c'est ça. C'est après que l'horreur devient encore plus morbide. C'est exactement ça. Ce qui rend cette affaire si particulière, si macabre, ce sont les actes commis après la mort. Sur plusieurs victimes féminines, pas toutes, mais quand même une majorité à partir de 1974, l'assassin a pratiqué des mutilations très spécifiques. C'est-à-dire ? Il prélevait le pubis, et parfois aussi le sein gauche. Et ça, avec une précision qui suggère l'utilisation d'un couteau très bien aiguisé, presque chirurgical. Mon Dieu ! On dépasse ce simple homicide. On est dans le rituel sordide, la collection macabre, la possession symbolique. Difficile à dire. Et sans mobile apparent pour ces actes ? Aucun mobile clair, autre qu'une pathologie très lourde, très profonde. Ça ajoute à l'effroi. Et pour couronner le tout, ni le pistolet Beretta, ni le couteau utilisé, ni les parties prélevées. Jamais retrouvées. Jamais. Tout a disparu. Ne reste que les corps. Et des questions. Des milliers de questions. Ce vide matériel, c'est un énorme problème pour les enquêteurs. Et c'est là qu'on entre dans une autre dimension de l'affaire. Le labyrinthe de l'enquête. Des décennies d'investigation, de pistes, de fausses pistes. Et au final, un sentiment d'échec. Non. Oui, ou d'incomplétude. C'est certain. C'est une des grandes questions, Jus. Comment, avec une série aussi longue, une signature aussi nette, on n'a jamais pu identifier avec certitude le ou les coupables? Qu'est-ce qui a cloché? Plusieurs choses, probablement. D'abord, le manque criant de preuves matérielles directes. À l'époque, l'ADN, on commençait à peine. Ça n'a pas servi pour les premiers crimes. Les empreintes, souvent partielles, inutilisables. On n'était pas équipés comme aujourd'hui. Voilà. C'est un cold case avant l'heure où les limites de la science forensique de l'époque ont joué. Mais il y a eu aussi sûrement des erreurs d'enquête, des pistes négligées, une coordination parfois difficile entre les services. Et puis, cette tendance à se focaliser sur un suspect, quitte à ignorer d'autres pistes, l'effet tunnel. Et là, on pense forcément à Pietro Pacciani. Son nom est collé à l'affaire. Ah oui, Pacciani. Figure emblématique pour le meilleur et pour le pire. Un agriculteur avec un passé déjà violent.
Condamné jeune pour avoir tué l'amant de sa fiancée, qu'ils avaient surpris ensemble. Ah oui, quand même. Et plus tard, condamné pour violence, abus sexuels sur ses propres filles. Un profil inquiétant, Qui collait bien pour certains. qui collait bien à l'image qu'on pouvait se faire du monstre. Son procès 94, ça a été un événement médiatique énorme en Italie. Il prend la perpétuité en première instance pour 7 des 8 doubles meurtres. On pense l'affaire enfin bouclée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est même là que ça devient encore plus compliqué. Exactement. Coup de théâtre en 96, Pacciani est acquitté en appel. Acquitté. Pourquoi? Preuve jugée insuffisante. Témoignage trop fragile. L'Italie tombe des nues. Mais ce n'est pas fini. Nouveau rebondissement. La Cour de cassation, en 97, annule l'acquittement. Ah bon? Oui, elle pointe des problèmes de procédure, des raisonnements jugés illogiques dans l'arrêt d'appel. Donc, nouveau procès en appel ordonné. Et alors? Et alors, Pietro Pacciani meurt, crise cardiaque, en février 98, avant d'être rejugé. Donc on ne saura jamais légalement. Voilà, il emporte ses secrets. Coupable, innocent, légalement la question reste ouverte. Ça a énormément divisé l'opinion. Et il n'était pas le seul suspect. Il y a eu cette histoire des compagnies d'Imerende. Oui, les compagnies d'Imerende, les camarades de casse-croûte ou plutôt de parties de plaisir un peu sordides. C'est devenu une expression célèbre là-bas. Ça désigne un groupe d'amis de Pacciani, Mario Vanni, Giancarlo Lotti surtout. L'accusation a dit qu'il formait une sorte de bande, qu'il faisait des virées nocturnes, du voyeurisme et peut-être pire. Et ils ont été condamnés. Vanni et Lotti ont été condamnés définitivement en 1999 pour complicité dans 4 des doubles meurtres, notamment sur la base des déclarations de Lotti lui-même qui s'accusait et chargeait Pacciani et Vanni. Mais ces déclarations étaient fiables? C'est toute la question. Certains les jugent peu crédibles, peut-être orientés. Cette thèse du trio ou même d'un quatuor, ça laisse plein de zones d'ombre. Qui a fait quoi exactement? Qui était le meneur? Qui a fait les mutilations? Les témoignages étaient-ils solides? Ça n'a fait qu'ajouter au mystère finalement. Donc, même avec ces condamnations pour certains des crimes, le doute reste entier sur l'ensemble de l'affaire. C'est ça. On ne sait pas si Pacciani, Vanni, Lotti étaient les seuls, ni même s'ils étaient les principaux acteurs. L'identité de celui qui a matériellement commis les crimes, les actes les plus atroces, ça reste flou. Et surtout, le mobile. Le pourquoi? Le pourquoi de cette série et surtout le pourquoi de ces mutilations rituelles. Ça reste une énigme presque totale. Pourquoi faire ça? Quelle était cette signature macabre? Et face à ce vide, l'enquête est partie dans des directions encore plus étranges, non? On a parlé de sectes, de commanditaires. Oui, comme on n'arrivait pas à trouver un mobile logique, et vu la nature bizarre des mutilations, d'autres hypothèses ont surgi. Surtout au début des années 2000. On a évoqué des commanditaires, une secte satanique, un cercle ésotérique. Qui aurait utilisé Pacciani et sa bande? Comme des exécutants, oui. Pour récupérer les parties anatomiques pour des rituels, des messes noires. Un pharmacien du coin a même été suspecté à un moment, puis blanchi. Ça paraît fou. Ça a beaucoup alimenté les journaux, la fascination publique. Ça rajoute une couche de mystère, de spéculation. Mais attention, il faut être clair, aucune preuve matérielle solide n'est jamais venue confirmer ces histoires de sectes ou de commanditaires. Ça reste des hypothèses. Ça reste du domaine de l'hypothèse. Ça contribue à cette aura de mystère insondable et profondément malsain qui entoure l'affaire. Le mal ici semble non seulement brutal, mais aussi irrationnel, insaisissable. Et cette irrationalité, cette menace invisible, ça a eu des effets très concrets sur la vie des gens en Toscane, surtout dans les années 80, quand les meurtres étaient les plus fréquents. Il faut imaginer la peur ambiante. Ah oui, c'était une vraie psychose. Les collines autour de Florence, normalement des lieux de balade, de rendez-vous amoureux, sont devenues synonymes de danger, de mort, surtout la nuit. Le jeune couple devait être terrorisé. Complètement. Aller chercher un peu d'intimité en voiture dans un coin isolé, c'était prendre un risque énorme. Il y a même eu des patrouilles de citoyens qui s'organisaient. La police multipliait les contrôles, les médias en parlaient sans arrêt. L'angoisse montait. J'ai lu qu'il y a eu un débat sur où les jeunes pouvaient aller pour avoir un peu d'intimité sans risquer leur vie. C'est vrai. Fallait-il créer des lieux plus sûrs pour eux, pour qu'ils n'aillent pas se mettre en danger dans des zones reculées? C'était une peur très réelle qui changeait la vie quotidienne. Une peur qui vient du mystère, mais qui, d'une certaine façon, nourrit aussi une forme de fascination. C'est fou comme cette affaire a marqué la culture populaire. C'est souvent le cas avec les grandes affaires non résolues, mais le monstre de Florence, c'est particulier. L'horreur des actes, le mystère total sur le tueur, ses motivations, et puis cet aspect rituel, morbide, ça a beaucoup inspiré.
On pense à Hannibal Lecter, bien sûr. C'est l'exemple le plus célèbre. Thomas Harris l'a dit lui-même. Il s'est en partie inspiré du monstre de Florence pour créer Lecter. Notamment après un séjour en Italie où il avait suivi l'affaire Pacchiani. Le monstre est devenu une sorte d'archétype du tueur en série insaisissable, intelligent, cruel. Et au-delà de Lecter, il y a eu énormément de livres, de films. Une quantité impressionnante. Et très tôt, dès 1986, juste après le dernier meurtre, 2 films italiens sortent. L'Assassino è ancora tra noi, l'assassin est toujours parmi nous, et surtout, Il Mostro di Firenze, basé sur un livre d'un journaliste, Mario Spezzi. Ces films ont bien marché. Oui, mais Il Mostro di Firenze a été très controversé. Il a même été interdit temporairement en Toscane. Ça montre à quel point le sujet était sensible. Un autre film, Ventotesimo Minuto, tourné la même année, a été bloqué 5 ans par les familles des victimes. Il est sorti très discrètement en vidéo. Waouh! La tension entre raconter l'histoire et respecter la douleur. Tout à fait. Et ça n'a pas arrêté. Il y a eu ce projet de film américain avec Tom Cruise, George Clooney, basé sur le livre The Monsters of Florence de Preston et Spezzi, projet abandonné finalement. Dommage peut-être. En 2009, une mini-série télé italienne Il Mostro di Firenze a eu beaucoup de succès. Elle racontait l'histoire du point de vue du père d'une victime de 85. On trouve aussi des documentaires partout, en France, au Canada, des émissions de radio. Et ça continue apparemment. Oui, une nouvelle série internationale est prévue sur Netflix pour 2025, produite par Stefano Sollima, le réalisateur de Gomorrah. L'affaire fascine toujours autant. C'est comme une blessure qui ne se referme pas. Même des faits divers récents à Florence ravivent parfois les spéculations, même si aucun lien n'est prouvé. Pour résumer, on est vraiment face à une énigme criminelle exceptionnelle. Une série de meurtres ultra-violents, calculés sur presque 20 ans. Un mode opératoire très marqué, toujours cette même arme, et ces mutilations rituelles profondément morbides. Une enquête immense, plein de rebondissements, chaotiques parfois, qui aboutit à des condamnations controversées, mais sans jamais identifier avec certitude le ou les coupables, ni comprendre le pourquoi. Et puis il manque les preuves clés, comme l'arme. Ce vide est abyssal. C'est tout ça, la brutalité, le rituel, l'échec de la justice, ce mystère opaque qui rend l'affaire du monde de Florence si glaçante et qui explique pourquoi elle reste gravée dans les mémoires comme une image du mal absolu, insaisissable. Au-delà de l'horreur évidente, est-ce que c'est de se dire que le coupable ou les coupables ont peut-être vécu tranquillement sans jamais payer? Ou est-ce la nature de ce mal qui nous échappe? Un mal sans visage clair, sans mobile qu'on puisse comprendre, qui défie notre logique. Ou alors, et c'est peut-être plus troublant, est-ce que ça nous renvoie à notre propre fascination pour le sombre, pour le macabre, pour ces aspects de l'humanité qu'on préfère ne pas voir, mais qui nous attirent quand même? La question reste ouverte, tout comme le dossier du monstre de Florence. Ouvert dans les mémoires en tout cas.